Radio Pleine Conscience. Dans le monde de la relation d'aide, on voit de plus en plus émerger de nouveaux courants d'intervention et d'aide qui combinent plusieurs approches qu'on pourrait dire occidentales et orientales et de nouvelles méthodes innovantes qui proposent de nouvelles façons de faire et qui donnent de très bons résultats. On a voulu rencontrer quelqu'un qui incarnait et proposait ces nouvelles avenues et qui le faisait avec brio. Nancy Boisvert est psychologue clinicienne depuis plusieurs années. Elle est également enseignante certifiée de Vini Yoga, formatrice en méditation pleine conscience et en respiration consciente. Bonjour Nancy Boisvert, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Bonjour, ça va bien? Oui, comment ça va toi? Ça va super bien. Très contente de te parler. Donc, malgré tout, ça va bien. Malgré tout, ça va bien, effectivement. Faut rester centré sur la joie. Ah oui, tout ce qu'il y a de positif. Nancy, le yoga et la pratique de la méditation, ça a été des éléments charnières de transformation dans ta vie personnelle et professionnelle. Quand t'es-tu mise à t'intéresser vraiment à ces pratiques? Ben, écoute, le yoga, je pratique le yoga, ça fait maintenant plus de 15 ans, je dirais. Mais il faut savoir que quand j'ai commencé à pratiquer le yoga, je faisais ça un peu comme, je dirais comme un sport. C'était de la performance. Oui, ben presque. Oui, effectivement, tu c'est bien dit. Je faisais ça en complément de la course à pied pour justement, oui, être meilleure. Mais ça a changé beaucoup, donc je me suis rendu compte de la puissance du yoga en le pratiquant et ma pratique a beaucoup changé depuis ce temps-là, évidemment. Et en ce qui concerne la méditation, ça s'est passé comment? Ben, la méditation, un peu comme je t'expliquais, le yoga est arrivé tout doucement comme ça dans ma vie et rapidement, je me suis rendu compte de cette puissance-là du yoga et du pranayama. Le pranayama est la discipline du souffle qui harmonise notre énergie vitale. Ce sont les techniques qui permettent de contrôler notre énergie vitale à travers le souffle. Et petit à petit, je me disais, mais mon Dieu, que c'est puissant le travail avec le corps et que ça nous amène des connexions extraordinaires. Et là, ma pratique a changé et est devenue plus une pratique, je dirais, méditative aussi, une pratique axée sur la pleine conscience du mouvement. Et là, j'ai commencé à méditer. Tout doucement au début parce que j'étais incapable de fermer mes yeux plus que 10 secondes. Donc, avec des audios, avec de la musique. Et tout doucement, ben ça m'a conduit vers une formation pour enseigner et utiliser la méditation de pleine conscience en psychothérapie. Et ma pratique, évidemment, a changé aussi. C'est ça. Oui, parce que depuis quelques années, tu travailles activement au développement d'un nouveau modèle, d'un modèle d'intervention qui intègre les bienfaits de la respiration, du travail corporel aux méthodes plus traditionnelles en psychothérapie. Est-ce que tu peux nous en parler plus de cette approche-là? D'où est née l'idée de marier ces méthodes? Ben, je pense que c'est vraiment, en fait, l'aboutissement de mon cheminement, je dirais, personnel et professionnel. Donc, faut savoir que moi, j'ai vécu, je dirais, une histoire développementale avec certains traumas. Et le yoga m'a conduit personnellement à connecter avec des dimensions de moi avec lesquelles je n'avais jamais connecté avant. Même pas par le biais de la psychothérapie. Et je me disais, bon, ben là, si ça arrive à moi, ça peut arriver à d'autres. Oui, si ça le fait pour moi, ça doit être bon. Oui, c'est ça peut arriver à d'autres personnes. Oui. Mais quand j'ai commencé, c'était pas du tout reconnu, le yoga. La méditation, on commençait à en parler, donc on pouvait pas utiliser ça en psychothérapie. Et j'avais vraiment l'intuition que de travailler avec toutes les dimensions de l'humain, donc dans un souci d'arriver à une forme d'unité, où est-ce qu'on intègre à la fois le travail sur les pensées, la psychothérapie traditionnelle, c'est vraiment la psychothérapie par la parole, mais dans l'histoire traumatique de plusieurs personnes, il n'y a pas de souvenir, donc il n'y a pas d'accès lexical, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de souvenir et le corps est très, très puissant. Donc, quand la méditation est arrivée, donc je me suis dit, ouais, vraiment, il faut que je trouve une façon d'intégrer en thérapie ces différentes approches-là. Et là, heureusement, depuis quelques années, on reconnaît l'utilité de la pleine conscience. Et donc, ce que je propose, puis je suis en train d'écrire en ce moment un livre qui va arriver à un moment donné, sur une approche thérapeutique qui est plus, je dirais, intégrative et qui intègre vraiment le yoga,
la méditation de pleine conscience et la psychothérapie traditionnelle dans une méthode d'intervention et qui s'adresse évidemment plus... moi, je travaille beaucoup avec le trauma, l'anxiété, la dépression. Donc, qui veut vraiment unifier le modèle pour unifier l'humain. Ce que je me suis rendu compte, c'est qu'on travaille beaucoup les pensées, on travaille beaucoup les émotions, on thérapie beaucoup le discours, mais on ne l'intègre pas au corps. Et les mémoires cellulaires sont importantes, ouais. Et Dieu sait que le corps réagit au trauma. Et Dieu sait que le corps réagit de façon puissante au trauma. Et c'est souvent... en fait, je dirais que ma façon de pratiquer maintenant, elle est davantage orientée, je dirais, vers un processus... je dirais inverse, c'est plutôt que partir de la tête, ben on part du corps. On part du corps et le corps amène la connexion avec toute l'expérience sensorimotrice et la connexion aux émotions et la mentalisation par la suite. Ce qui est un peu inverse du processus de psychothérapie traditionnelle, où est-ce qu'on part dans la tête, puis on essaie de connecter avec les émotions. Et pour moi, c'est vraiment très puissant comme approche, oui. Est-ce que tu parviens à débloquer des choses aussi? Tu sais, parfois, il y a vraiment des blocages, même des choses qui ne sont pas conscientisées par la personne, qui ne sont pas conscientes. Elle sait qu'il y a quelque chose, mais pas capable de mettre le doigt dessus. En travaillant par le corps, vois-tu de meilleurs résultats à ce niveau-là? Moi, je dirais que ça, comme j'expliquais tantôt, moi, ça a transformé ma vie, mais ça a aussi transformé ma pratique. Et je suis étonnée de tout ce que je reçois comme commentaire de beaucoup de clients qui ont fait des processus thérapeutiques par le passé, surtout dans les cas de trauma, et qui arrivent en thérapie sensorimotrice. Parce que, en fait, je me suis formée en thérapie sensorimotrice aussi. C'est ce que je fais depuis 3 ans, là. Tu sais, travailler avec cette approche-là qui intègre vraiment le corps. Et quand on arrive à utiliser le corps, il y a des résultats spectaculaires et il y a des moments d'insight, des moments de conscience qui arrivent. Et pour beaucoup de clients, c'est extrêmement puissant. Et moi, je pourrais plus travailler différemment. Autrement. Donc, ça fait environ 3 ans que tu le proposes à tes clients? Ça fait peut-être un peu plus que 3 ans. Psychothérapie sensorimotrice, j'ai commencé il y a 2 ans la formation. C'est une formation de 3 ans, donc je poursuis encore. Mais depuis, je dirais 4 ans, j'ai intégré la pleine conscience en psychothérapie, oui. La psychothérapie sensorimotrice est une approche thérapeutique qui considère le corps comme une source d'information cruciale dans le traitement des expériences du passé en lien avec des traumas et blessures développementales. Elle reconnaît les expériences corporelles, les pensées et les émotions comme faisant non seulement partie intégrante de l'expérience vécue du trauma, mais également du processus de guérison. Son objectif est de restaurer chez le patient une capacité de traitement de l'information adéquate qui ne serait plus influencée par ses expériences passées douloureuses. Et est-ce que tous les gens sont ouverts à cette approche-là? Est-ce qu'il y a des gens qui te font « Non, moi, je veux pas aller là, je veux quelque chose de traditionnel » ou en allant te voir, ils savent à quoi s'attendre? Tout est vrai. En fait, les gens qui viennent vers moi, souvent maintenant, savent comment je travaille, donc connaissent mes méthodes d'intervention et ils viennent un peu pour expérimenter cette façon-là d'approcher la conscience, la psyché en utilisant le corps. Mais je pratique encore la modalité plus traditionnelle parce que pour moi, la psychothérapie, c'est être capable d'offrir au client ce qui est le plus adapté pour lui et non pas de lui imposer notre approche. Donc, c'est quelque chose que je dirais que je vais négocier avec le client. Oui. Quand il vient me voir, je vais bien évaluer ses besoins, essayer de comprendre quelle serait la modalité la plus adaptée pour lui. Et c'est vraiment ça, la psychothérapie intégrative. Hein, c'est qu'on met le client au cœur de son cheminement plutôt que de se positionner en expert. Oui. Ouais, c'est ça. Par confiance à la sagesse, en fait, du corps de l'autre. C'est ça, exactement. Et est-ce qu'elle est plus appropriée, cette méthode-là, pour un type de clientèle en particulier? Qui ont vécu telle ou telle problématique ou encore davantage appropriée aux adultes, aux adolescents, aux enfants? Je dirais que moi, je l'utilise pas avec les enfants. Je l'utilise quand même, par contre, avec les adolescents. Et je l'utilise aussi avec les adultes. Concernant les problématiques,
Toutes les approches de pleine conscience ont démontré des effets cliniques au niveau de la gestion de l'anxiété, de la dépression, de la douleur chronique aussi. Donc, l'efficacité clinique a été démontrée par plusieurs études empiriques. Bien sûr que tout le travail avec le corps, donc dans le cas des arrêts développementaux, des traumas de développement, par exemple de la maltraitance, de la négligence en bas âge, des abus et tout autre trauma pouvant survenir au cours de la vie, cette approche-là elle est très, très pertinente et a un impact qui est vraiment très, très intéressant parce qu'on permet, dans le fond, aux clients de se réapproprier, je dirais, de se réapproprier de se réapproprier son corps. Oui. Et oui, c'est ça, de se réapproprier son corps, mais de lui faire à nouveau confiance. Et je vais aussi, je vais travailler, moi, beaucoup aussi avec l'alliance thérapeutique, donc le lien dans l'ici maintenant. Qu'est-ce qui se passe entre toi et moi dans la relation? Pour moi, ça, c'est quelque chose qui est très, très important parce que va se rejouer le trauma dans la thérapie. C'est ça, hein? Oui. Donc, si la personne n'est pas à l'aise avec toi, ça ne donnera pas les mêmes résultats, j'imagine. Effectivement. Et si elle n'est pas à l'aise, il faut travailler à comprendre quels sont les enjeux qui s'activent dans le lien pour dénouer ça. Il faut savoir aussi que moi, je donne une place importante à la spiritualité dans l'intervention, ce qu'on a pu vu depuis plusieurs années. Effectivement. Oui, parce que à partir du moment, je crois, où tu te colles à la pratique méditative, il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'ouverture de la conscience. Il y a quelque chose. C'est inévitable. Oui, c'est inévitable, c'est ça. Il y a une conscience de la dimension transpersonnelle qui arrive. Et c'est super important de réintégrer ça. Moi, je pense dans les approches, en fait, pour les gens qui ont cette ouverture-là, non pas... quand je parle d'ouverture, je parle de juste cette ouverture-là à plus grand que soi. Exact. Oui, on nomme personne, il n'y a pas de religion nécessairement d'associer, mais c'est vraiment une ouverture à plus grand que soi. Tu le dis vraiment d'une très belle façon. Nancy, parlons un petit peu de la situation actuelle. Ah oui. Par ton travail, tu vois directement les impacts de la pandémie chez les gens. Comment ça se manifeste? Quel est le plus grand changement que tu constates actuellement chez les gens? Écoute, actuellement, ce que j'observe beaucoup, c'est toute l'intensité, évidemment, de l'anxiété que ça génère. On est dans un climat d'incertitude collectif. Oui. Et le fait de ne pas savoir, ça crée énormément d'angoisse. Et les gens qui ont déjà une fragilité à l'anxiété, les gens qui ont déjà des problématiques de santé mentale, les gens qui vivent déjà dans des climats de famille précaires. Tu sais, je pense à la violence, la violence faite aux enfants, la violence faite aux femmes, la violence conjugale. Les abus de toutes sortes. Les abus de toutes sortes, effectivement. Donc, on voit émerger beaucoup, beaucoup, beaucoup de détresse actuellement partout. En fait, dans toutes les sphères de la population, toutes les strates sociales. C'est très, très fort. Et c'est une période, je dirais, si on parlait du trauma tout à l'heure, c'est une période réactivante au niveau des blessures traumatiques, oui. En effet, oui. Il y a beaucoup de choses qui ressortent. Oui, il y a beaucoup de choses qui ressortent. Tu sais, être confiné, être pris... ne pas savoir, avoir tu sais, il y a beaucoup de changements aussi au niveau des consignes, donc ça crée beaucoup, beaucoup d'inquiétudes. Et je pense aussi aux gens qui, il y en a beaucoup dans cette situation-là, aux gens qui n'ont pas de facilité à être seuls avec eux-mêmes et qui vont chercher à se divertir, pour ne pas se retrouver seul avec eux-mêmes, finalement. Ça doit être particulièrement difficile en ce moment. Bien, je dirais que c'est comme à deux angles. Oui, c'est particulièrement difficile pour les gens qui sont habitués à avoir du bruit, là, de l'action, du mouvement. Mais je pense qu'aussi, on est dans cette ère-là, collectivement, dans l'hyperactivation, l'hyper-mentalisation, l'hyper-tout, là, Hyper-tout, oui. hyper-performance.
Et je pense que ça peut aussi devenir une opportunité de ralentir. Certainement. Et ralentir, pour moi, ça égale ressentir plus. Mm-hmm. Puis des fois, on fait des belles prises de conscience en ralentissant. Donc oui, ça peut être réactivant, mais ça peut être aussi un beau levier d'exploration. Effectivement. De ton point de vue, comment ça se porte, la santé mentale en ce moment au Québec, généralement? Là? Est-ce que malgré tout, si on mettait ça en chiffres ou avec une lettre, tu évaluerais la santé mentale des Québécois à combien en ce moment? Pas fort. Pas fort. En fait, c'est que la santé mentale des Québécois, elle est précaire, mais la santé mentale aussi de nos réseaux est précaire. Le système est malade. C'est ça. Donc là, on n'a pas beaucoup de facteurs de protection, je trouve, en ce moment. On a entendu et lu plusieurs critiques dernièrement concernant l'accessibilité à l'aide psychologique et à l'aide de toutes sortes. Est-ce que tu trouves que les services d'aide sont suffisamment accessibles? Absolument pas. Non, hein? Qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer l'accès selon toi? Écoute, déjà avant la pandémie, on avait dans le système de la santé des listes d'attente inacceptables, je dirais, pour recevoir des services en santé mentale. Et ça ne s'est pas amélioré, évidemment. Non. Donc, il manque de ressources, il manque de professionnels. Et moi, je crois que on devrait d'abord et avant tout traiter la santé mentale au même titre que la santé physique et cesser de traiter ça en silo. C'est directement... l'être humain est un tout. Oui. Tu sais, tantôt, je parlais d'approche unifiante. Et l'accessibilité aux soins devrait être la même que l'accessibilité aux soins médicaux, selon moi. Et c'est inadmissible que des gens souffrants soient 6 mois à 2 ans en liste d'attente pour recevoir des services des jeunes enfants qui ont des enjeux de développement, qui sont en attente. C'est épouvantable. Et ça, on n'en parle pas assez. Je pense qu'on devrait en parler beaucoup plus. Et l'autre point, c'est qu'on devrait prendre soin des ressources. On s'étonne qu'il n'y a plus de psychologues dans le système public. Exact. Il y a des petites questions. On a des devoirs à faire, je crois, oui. C'est ça. Donc, il y a un problème à la source, c'est-à-dire qu'il manque de psychologues et il y a un problème dans l'accessibilité, finalement, aux soins. Tu verrais quoi, une approche un peu plus intégrative ou dans les centres de médecine générale, il y a des psychologues? Comment verrais-tu ça concrètement? Bien, concrètement, en fait, je pense que la population en général qui n'ont pas les moyens de consulter devrait, d'une part, pouvoir avoir accès. Oui, tu sais, il y a les CLSC, bien oui, mais actuellement, les professionnels dans les CLSC ne suffisent pas à la tâche. Mais non, ce qu'on entend, c'est qu'on les envoie dans les CHSLD en ce moment, là. Tu sais, fait qu'il y a comme un non-sens dans ce qui se passe. Puis je pense qu'on est à... En tout cas, moi, personnellement, là, je sais pas collectivement, mais je suis beaucoup à réfléchir. Je pense qu'il faut réfléchir en dehors des pratiques traditionnelles, puis commencer à penser comment on peut faire autrement. Oui, tout à fait. L'intervention de groupe, entre autres, pour moi, est un levier d'action. C'est tellement une bonne idée. Oui. Moi, j'ai fait beaucoup de bénévolat là, durant la pandémie, plusieurs heures par semaine pour essayer de faire un peu ma part en me disant, coudonc, ça sera pas parfait, ça sera pas une intervention parfaite, mais si on peut aider ou à tout le moins valider les émotions, valider la souffrance, puis briser l'isolement, on aura fait beaucoup. Mais je pense qu'actuellement, on va devoir repenser. On va devoir repenser comment on peut aider. Ouais. Oui, et dans un groupe, il y a cette espèce de sentiment aussi qu'on n'est pas seul. Et en ce moment, mon Dieu, qu'on en a besoin de sentir ça aussi. Ça peut se faire de manière virtuelle, un groupe aussi, là? Oui, ça peut se faire de manière virtuelle, ouais. C'est ça. C'est ce que j'ai fait pendant la pandémie du groupe virtuel. Et ce que je me suis rendu compte, puis je vais être vraiment honnête, j'ai été un peu étonnée de comment ça avait pu aider, même si j'avais l'impression que c'était vraiment imparfait comparativement à une psychothérapie. Là. Avec le lien physique, là? Oui, avec le lien physique en 1 à 1. Mais ce que je me rends compte, c'est comment les uns les autres, la force du groupe, elle est puissante. Oui. Et comment on peut co-créer ensemble.
utiliser chaque participant. Chaque participant fait écho à quelqu'un et c'est ça qui est merveilleux. Je pense qu'il y a cet esprit d'entraide et comme tu le mentionnes, briser l'isolement actuellement devient déjà en soi un baume et puis quasiment curatif. Là, tout à fait, oui. Dans le même ordre d'idée, si une personne actuellement est en urgence, a vraiment besoin de rencontrer, mais n'est pas capable, n'arrive pas à trouver rapidement quelqu'un pour l'aider. Qu'est-ce qu'elle peut faire par elle-même à la maison? Est-ce qu'il y a un outil qu'elle peut rapidement mettre en place pour faire descendre la tension, le malaise, le mal-être? Je parle vraiment d'une situation d'urgence là, où la personne se lève et ça va pas bien. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Bien, c'est certain que s'il y a vraiment une situation d'urgence au sens où la vie est menacée, il n'y a pas d'autre option que de se présenter à l'urgence. Oui, ça, ou le 911. Ou le 911, c'est ça de le mentionner. Il y a les services aussi d'info sociale, le 811, qui peut aider. Il y a toutes les ressources communautaires, les ressources, les lignes téléphoniques aussi d'aide qui sont actuellement aussi débordées. Mais je pense que et on devra, tu sais, tantôt tu me parlais de qu'est-ce qu'on peut faire, mais on devra travailler aussi à éduquer la population, à être en prévention. Donc, comment prendre soin de sa santé mentale? Tu sais, je pense que si on devrait enseigner ça à nos enfants au primaire. Ah oui, tout à fait. Donc, mais qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien? Tu sais, c'est vraiment maintenir une bonne hygiène de vie en ce moment. Pratiquer de l'activité physique, bien se nourrir, bien s'entourer. On se rend compte, on a tous un peu, comme on dit dans le langage populaire, la mèche courte de ce temps-là. Pas mal, oui. Donc, s'entourer de gens constructifs. Positifs. Oui, de ne pas se laisser envahir par toute cette énergie négative. Là, méditer. Méditer, exactement. Parce que si on n'est pas, on est dans un gros malaise existentiel, mais ce n'est pas une situation d'urgence. On est capable d'identifier ça. S'asseoir et méditer, il y a un paquet de ressources en ligne avec des super méditations. Ça peut vraiment faire descendre la tension, la charge émotionnelle. Absolument. Il y a plein de belles ressources accessibles. Je dirais quand même, soyez prudents vers qui vous allez, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses en ligne, il y a beaucoup de choses extraordinaires, puis il y a beaucoup de choses moins extraordinaires. Oui, donc, s'informer. S'informer avant, c'est une bonne idée. S'informer avant, tout à fait. Oui, c'est ça, c'est ce que je conseillerais. Puis, ne pas hésiter aussi à briser le silence, parler à des gens de confiance, nos amis, tu sais. Ça peut être une bonne idée aussi de peut-être fermer les nouvelles aussi, fermer la télé, arrêter de... On a toujours le choix de qu'est-ce qu'on regarde et de qu'est-ce qu'on écoute. Tu parlais d'influence positive tout à l'heure et constructive. C'est ça aussi, de choisir ce vers quoi on va quand on sent que là, oups, c'est trop difficile. Bon, mais je vais arrêter de me nourrir de ça aussi. Tout à fait. C'est un super point que tu amènes. Tu sais, être attentif à ce que je mets dans mon corps par tous mes sens. Ce que je vois, ce que j'entends, ce que je mange, qui je fréquente, en fait, va avoir une très, très grande influence. Et c'est subtil, hein, mais laisser la télé ouverte, écouter les nouvelles toute la journée, c'est ouf. Ouf, oui. Oui, mettez de la musique de mantra, puis posez-vous. Mais non, mais faire tout ce qui nous nourrit, en fait, en ce moment, ça devient primordial. Oui. Nancy t'a lancé dernièrement en compagnie de la comédienne Karine Vanasse un très beau projet de solidarité et d'entraide qui s'appelle l'Arc-en-Soi. En quoi ça consiste exactement? Est-ce que c'est accessible à tout le monde? On veut savoir. Oui, c'est un projet dont je suis très fière, qui est en route depuis en fait le début de la pandémie, depuis mars dernier. Est-ce que c'était voulu ou c'est un hasard? C'était... En fait, moi, j'avais déjà commencé à faire du bénévolat, comme je te mentionnais tantôt, donc certaines heures par semaine. Puis je parlais de ça avec Karine. Puis Karine, elle me disait, je m'ennuie tellement d'être près des gens. C'est tellement beau ce que tu fais. Je dis, pourquoi t'en fais pas un avec moi? En fait, c'est comme partie d'une discussion comme ça. Et petit à petit, on a créé un cercle de femmes. On a eu l'idée, c'est au moment où le gouvernement annonçait aussi la nécessité, l'ONU annonçait la nécessité de cette protection-là aussi pour
la violence faite aux femmes et tout ça. Et on s'est dit, bon, on va ouvrir un cercle de parole aux femmes, on va en faire une fois, on va le faire une fois. Et c'est un peu la même chose, on s'est rendu compte comment rapidement il s'est créé une communauté fidèle qui participe à ces rencontres-là. C'est des rencontres qu'au début de la pandémie, on les faisait à chaque semaine. Okay. Mais évidemment, avec nos horaires de travail, tout ça, c'est devenu un peu exigeant. On fait ça le samedi matin, bénévolement. C'est sans frais. Et ça se passe sur Facebook, ça se passe... C'est sur Zoom. Sur Zoom, OK. Oui, c'est sur Zoom. On fait des rencontres Zoom. Actuellement, on a une fréquence mensuelle. Donc, une fois par mois, on se réunit et on explore des thématiques, on médite ensemble et c'est devenu une rencontre, tant pour elle que pour nous, là, je tiens à le préciser, extrêmement nourrissante et on a des commentaires tellement puissants, comment on a aidé les femmes, comment on a permis à certaines femmes de ne pas craquer pendant cette période-là. Wow. C'est très, très touchant les commentaires qu'on reçoit et ça nous a donné des ailes pour continuer. Donc, on est encore à faire ces cercles-là. Et, les liens, on le partage toujours. Karine le partage sur son compte Instagram, moi aussi. C'est complètement gratuit, on fait ça bénévolement. Et c'est des rencontres d'1 heure et demie. Oh, quand même, c'est bon. Oui. Et est-ce que les participantes peuvent continuer à échanger entre elles? Est-ce qu'il y a un petit endroit où les participantes peuvent continuer à s'entraider ou ça se passe vraiment lors de ces Zooms-là? Ça se passe beaucoup lors de nos rencontres. Je sais que certaines d'entre elles, le fait de se revoir au début, semaine après semaine et mois après mois, ont créé des alliances. Mais oui. Je ne sais pas s'il y en a qui se voient à l'extérieur de ça, mais je sais qu'elles nous écrivent, en tout cas, entre les rencontres, pour nous partager leur évolution, pour nous partager leur questionnement aussi. On a vraiment voulu... faire ça co-créatif, en fait. On crée avec elle à partir des besoins. Ouais. C'est vraiment une bonne idée. Donc, l'Arc en soi, si on tape ça dans les moteurs de recherche, on va facilement trouver, j'imagine. Oui, sur mon compte Instagram, le compte Instagram de Karine, les liens sont toujours dans nos bios. Fait qu'il n'y a pas de souci pour s'y brancher. Et c'est ouvert aussi, c'est ce que je veux dire. Hein. Les gens reviennent de fois en fois, mais vous pouvez arriver à n'importe quel moment et tout le monde est bienvenu. Ouais. OK, parfait. Je t'ai demandé en début d'entrevue comment tu allais. On a fait ça assez rapidement, mais je veux savoir en profondeur et avec des détails comment tu vas et comment tu arrives à gérer cette situation-là là, au point de vue humain, là, personnel. Ben, écoute, je te cacherai pas que c'est une période qui n'a pas été nécessairement facile pour moi non plus. Tu sais, j'ai un conjoint, moi, qui travaille dans le milieu hospitalier, donc on est exposé au fameux virus. Au fameux virus, de semaine en semaine. Évidemment, le niveau de stress est plus élevé aussi pour nous. Mes demandes de services ont augmenté énormément. Ça doit être incroyable, oui. Puis ça, pour moi, là, ça m'a mis vraiment de la pression. Au sens où j'aurais envie d'aider tout le monde, mais je peux pas, tu sais. Faut que je prenne soin de la mienne, ma santé mentale aussi. Mais c'est ça. C'est important. Faut que tu dormes. Il faut que je dorme un peu. Donc, mais de savoir qu'il y a des gens en détresse pour qui pour le moment, tu peux rien faire. Tu sais, je reçois des courriels, des demandes. J'ai jamais eu autant de demandes, pour vrai. Donc, ça crée un peu de stress, mais j'arrive à passer au travers ça. Moi, c'est vraiment la méditation et la nature, moi, qui sont mes médicaments. Et tu vis dans la très belle région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, alors ça aide. Ça aide à se ressourcer vraiment, vraiment beaucoup. Puis les conseils que je vous ai donnés, je les mets en application. Puis j'essaie de bien m'entourer, effectivement. Ouais. J'ai été très contente de te parler, chère Nancy. Merci beaucoup de cette belle conversation. Et je te souhaite que tous tes projets se déploient et fleurissent, même les projets dont tu ne nous as pas parlé parce que tu ne pouvais pas. Oui, il y en aura d'autres en 2021. On se reparlera. Oui, on se reparlera. Merci beaucoup à toi. Merci de tout ce que tu fais, de tout ce que tu accomplis pour le bien-être des gens et longue vie à tout ça. Merci beaucoup, Nancy. Merci. Radio-pleine-conscience.com